À présent, l'invité dans ce journal et nous recevons notre confrère Kadior Cissé. Avec lui, on va discuter de l'actualité nationale et internationale. Une forte actualité au Sénégal avec les rassemblements politiques côté économie. Nous avons vu le Haute Économie et Justice avec la demande d'une information judiciaire lancée par le procureur général sur l'affaire sur l'affaire des rapports de la Cour des comptes, une information judiciaire demandée par le procureur. On va discuter de toutes ces actualités sur l'international. Le mandat du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine qui arrive à terme dans ce mois de février, mais aussi la récente visite de Marine Le Pen. Pour discuter de tout cela, nous sommes avec notre confrère Kadior Cissé. Kadior, bonsoir. Bonsoir, M. Ndiaye. Alors, on va parler politique d'abord. Depuis le 22 janvier dernier, voilà, la banlieue semble être ce nouveau terrain de jeu des acteurs politiques sénégalais. Qu'est-ce qui explique cela? Popularité ou rapport de force que veulent installer ces politiques? Alors, c'est vrai qu'on a commencé avec Ousmane Sonko, qui a fait une bonne démonstration de force. Ouais. Et on peut l'expliquer tout simplement par un besoin de se faire entendre aussi. Parce qu'il est dans une situation où, s'il ne s'agite pas, il risque d'être sacrifié. Alors, il a démarré par des conférences de presse. À chaque fois, il revient pour faire le point sur la situation et tout. Et cela n'a pas empêché qu'il y ait des vices de forme dans ces dossiers, dans ce dossier notamment, qui est lié à Adji Sarr. Et on est arrivé à donc l'amener en chambre criminelle, alors que d'après lui, c'est un dossier qui devait être donc classé sans suite. Du coup, il a eu le besoin de faire un pas de plus, c'est-à-dire de corser un peu sa communication. Et pour le faire, il fallait qu'il montre à ses vis-à-vis qu'il a la jeunesse devant lui et qu'il a une population devant lui. Et au niveau de la banlieue... popularité légendaire, ce qu'on a vu à Keur-Massar. La banlieue, on sait que ça regorge de jeunes et pratiquement, lors des dernières élections, il les a remportés. Donc du coup, c'était pour lui l'occasion de montrer une force qu'il a au cas où, si jamais... ils veulent aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, il s'est senti dos au mur, donc il fallait répliquer. Et c'était une réponse politique à une question politico-judiciaire, si on peut le dire ainsi. Exactement. Il y a Abdoulaye Wade qui disait que les procès politiques ne se gagnent pas au tribunal, mais dans le terrain politique. Là, est-ce qu'on peut dire que Ousmane Sonko a réussi sa manœuvre? Il a excellemment réussi, à mon avis, parce que tout le monde a vu le tollé que ça a fait. Déjà, il y a eu une forte mobilisation et les discours aussi qu'il a tenus là-bas, on a vu qu'il a accentué vraiment son discours. C'est devenu un peu plus dur le ton, il a durci le ton et je pense que c'était aussi une occasion de leur dire, moi je suis prêt à tout, si vous voulez me sacrifier, je ne vais pas me laisser faire. Je pense que c'était juste le message et ce message-là, il est passé à mon avis. Est-ce que c'est très entendu? Parce qu'on a vu quelques semaines après, 2 semaines, Benno Bokk Yakaar organiser un rassemblement à Pikine avec ce discours aussi tenu par Amadou Ba. Est-ce qu'on ne risque pas une confrontation? Est-ce que le message de Ousmane Sonko est passé à qui de droit? C'est une réponse politique et eux aussi, c'est normal, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Moi, je pense que ce n'était pas la meilleure chose à faire parce qu'on a vu après des vidéos avec des jeunes qui sont partis là-bas et qui ne sont pas partis de leur plein gré. Ils ont été, je ne sais pas, payés ou pas, que ce soit vrai ou pas. En tout cas, moi, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Mais non, c'est de bonne guerre. Si Amadou Ba aussi se retrousse les manches pour être au devant de la scène, pour riposter, parce qu'il faut au moins que Macky Sall ait des défenseurs. On ne peut pas laisser Ousmane Sonko occuper quand même le terrain tout seul. Imposer son emploi de temps politique. Voilà. Et le choix aussi de Pikine n'est pas fortuit. Et vous avez vu aussi quand même qu'il y a eu de la mobilisation, quoi qu'on dise, même si c'est pas pareil à celle qu'on a eue au niveau de Keur-Massar, mais il y a eu quand même de la mobilisation. Exactement. Le discours aussi, c'est en réponse. C'est une réplique par rapport au discours d'Ousmane Sonko. Et maintenant, Amadou Ba, c'est pas Macky Sall.
Donc le discours que Amadou Ba peut tenir, il le tient dans une sphère politique, dans un meeting politique. C'est un discours qui s'y est. Mais non, qui engage l'homme politique. Qui engage l'homme politique qu'il est. Et il a le devoir de le faire parce qu'aujourd'hui, après Macky Sall, c'est lui qui suit. Donc, il a le devoir aussi d'être là, une sorte de bouclier quand même pour... Est-ce que là aussi, on ne peut pas dire que le choix n'est pas fortuit? Amadou Ba, qui a été patron de Ousmane Sonko, ils sont dans le même secteur des impôts et domaines. Est-ce que ça aussi, ça n'avait pas un sens de trouver Amadou Ba comme interlocuteur de Ousmane Sonko à la place d'autres responsables Je ne pense pas que le côté professionnel qui lie les hommes ait joué sur le choix, parce que ça aurait pu le faire depuis longtemps. Ousmane Sonko, à chaque fois qu'Ousmane Sonko fait des sorties, c'est jamais Amadou Ba qui vient répondre, par exemple. Donc s'il y a des casseroles Ousmane Sonko commence à parler, parce que vous avez vu, suite à la déclaration d'Amadou Ba, vous avez vu comment il a réagi. Exactement. Il fait partie de ceux-là qui ne devraient pas parler et tout. Donc, s'il y a des casseroles entre eux, ce n'est pas encore connu. Et on n'a jamais vu Amadou Ba aussi s'attaquer à Ousmane Sonko de manière publique comme ça. Donc, mais non, c'est pourquoi je dis l'aspect professionnel, je ne pense pas. C'est juste que c'était la personne qui devait être là-bas. Parce qu'en ce moment, c'est lui, le Premier ministre, c'est lui qui est donc le chef du gouvernement. Et parmi, en tout cas, tous les profils qu'il y a, moi, je ne voyais pas quelqu'un d'autre. Peut-être si Mimi Touré était là, elle aurait fait le... Est-ce que ce n'est pas Mimi qui manque déjà à la paire? Ouais, mais bon, Mimi, après, il y a un souci avec elle. Elle a ses ambitions qui ne collent pas avec celles du parti. Elle s'est retirée. Donc, c'est un vide que Amadou Ba va devoir combler, tout simplement. Effectivement. On va rester sur la banlieue. Est-ce que la banlieue s'attendait à être cet élément de jeu-là, recueillir ces meetings politiques? Est-ce que la banlieue n'attend plus de projets de la part de l'État, de réalisation et d'ambition de la part de l'opposition que d'abriter ces meetings politiques? Après, c'est à la banlieue aussi de leur montrer à ces politiques-là que nous, on n'est pas là seulement pour faire de la figuration ou constituer la masse pour vous. Ou quand vous avez besoin d'une démonstration de force, vous venez, vous nous utilisez. C'est à la banlieue, à travers ces leaders politiques, de quand même régler ce problème-là. Comme dit Awadi, quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non, et avec la manière. Et avec la manière, ils ont des représentants dans les partis là. Il faut que ces représentants-là aussi, qui ne se fassent pas, qui n'acceptent pas de jouer les cons du quartier, quoi. Alors, comment est-ce qu'on est passé d'un débat purement juridique avec ce procès Sonko Adji Sarr à un autre débat purement politique? Est-ce que finalement, ça ne joue pas du côté de Ousmane Sonko, qui profite mieux de cette situation-là? Moi, je pense que peut-être ça va nous permettre d'en arriver à ce Conseil des ministres, c'est-à-dire en voulant bâillonner Ousmane Sonko, en voulant le mettre dans une situation où il ne peut plus donc, continuer sa vie politique, ses activités politiques, ils ont finalement eu l'effet contraire, c'est-à-dire ça a été contre-productif. Aujourd'hui, ils ont même ajouté de la sympathie. Ils ont augmenté sa popularité parce que tout simplement, même ceux-là qui n'étaient pas pro Ousmane Sonko forcément, à force de tirer sur la personne, finalement, la personne, elle gagne la sympathie de beaucoup de personnes et c'est ce qui est arrivé. Depuis le début de ce procès, procès Adji Sarr, un simple... je dis, c'est pas un simple parce que c'est quand même quelqu'un qui prétend diriger un pays, mais c'est une histoire quand même privée au début, à la base. Mais c'est parce qu'il y a eu tellement de gens qui sont entrés, qui se sont mêlés à cette histoire que finalement, on ne peut pas écarter l'aspect politique dans cette affaire. Et donc, si ça prend cette tournure politique-là, c'est naturellement que ça va le faire parce que il y a combien de gens qui ont été cités dans cette affaire? Des gens qui ont des ambitions politiques et cette ambition n'est rien d'autre que écarter Ousmane Sonko de la course. Donc que ce dossier soit
actuellement politisé, c'est la suite logique des choses. Et est-ce que aussi ça n'a pas directement entamé cette bataille vers 2024, au présidentiel de 2024, Ousmane Sonko, qui depuis Keur Massar est parti aux Parcelles Assainies, on l'a vu hier, à Colobane, aujourd'hui il est annoncé quelque part au Patte d'Oie. Il a même été... il a essuyé, donc son cortège a essuyé des grenades lacrymogènes. Il vient même de publier un communiqué pour dénoncer cela. C'est dommage en fait ce qu'ils sont en train de faire. Parfois, moi je pense qu'en voulant tout le temps être sur la personne, on lui donne même parfois beaucoup plus de valeur, de l'attention du public qu'il ne pouvait l'avoir. Donc, c'est actuellement c'est ce qui est en train de se passer. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, qu'on le dise ou pas, c'est lui qui est là en matière de politique. Mais non, on peut dire autre chose sur l'opposition, mais quand même, vouloir coûte que coûte, à chaque fois, dès que le monsieur sort, il y a des répressions sur le cortège ou en tout cas les forces de l'ordre qui agissent. C'est finalement lassant et ça devient énervant. Ça énerve même un apolitique en fait. Parce que la personne va se dire mais pourquoi cet acharnement contre la personne qui se déplace tout simplement comme si elle n'a plus le droit de se déplacer dans ce pays. C'est un peu... c'est pas intelligent. Effectivement. Et pourtant on a vu l'effet contraire, je ne dirais pas l'effet contraire, mais Benno Bokk Yakaar a réussi une grande mobilisation avec cet accueil chaleureux réservé au président Macky Sall à Thiès. Est-ce que là aussi il n'y a pas de tendance, Macky Sall n'a pas équilibré le jeu finalement? À travers les images, on peut comprendre ça, mais il faut comprendre aussi que à Thiès quand même, il y a le pouvoir qui est toujours, il y a les Niang, le gars Niang là qui mobilise beaucoup. En fait, c'était beaucoup plus possible. Le directeur de l'AIBD. Voilà, ils ont mobilisé, d'accord, et c'est la ville d'Idrissa Seck. Voilà, c'est la ville d'Idrissa Seck. Vous avez vu aussi Yankhoba Diattara qui a bien mobilisé. Donc, jusqu'à présent, Thiès n'est pas encore entre les mains de l'opposition totalement, même si... Babacar Diop a gagné le... Et puis Babacar Diop, vous avez vu certainement comment on dit, le pied... L'appel du pied. L'appel du pied qu'on lui a lancé tout à l'heure. Vous pensez que ce n'est pas seulement une position de principe républicaine? Mais non. En tant que premier magistrat de la ville, il se doit d'accueillir le chef de l'État. C'est loin de l'être. Vous savez bien qu'en ce moment, entre Dr Babacar Diop et Yewwi Askan Wi, ça bat de l'aile. C'est une relation qui bat de l'aile. Exactement. Depuis qu'on l'a écarté des législatives. Donc ça bat de l'aile. Maintenant, il faut récupérer Dr Diop et il faut passer par Idrissa Seck. Parce qu'Idrissa Seck, lui, il a besoin de se refaire aussi une santé politique à Thiès. Et puisque Babacar est en difficulté avec la coalition qu'il a mis à la mairie, maintenant il faut profiter pour le don. C'est pourquoi tout à l'heure, une bonne quinzaine de secondes lui a été consacrée dans le discours du chef de l'État lors du conseil présidentiel de ce matin. Cette position de principe là, premier magistrat de la ville, venir accueillir le chef de l'État. C'est à son honneur, hein, c'est tout à fait normal. C'est à son honneur. C'est à son honneur. Ça aurait été vraiment une démarche purement républicaine. On dirait que c'est à son honneur. Mais tout le monde sait que derrière ce discours, ce beau discours, il y a l'appel du pied. On le sait. Donc c'est pas Babacar Diop, il n'a pas encore fait quelque chose qui fait que voilà, on doit l'applaudir ou quoi que ce soit. Maintenant, qu'il vienne prendre part à l'accueil du chef de l'État, il n'y a rien de plus normal. Il aurait été à Ziguinchor, Ousmane Sonko serait là, je suppose. Barthélémy Diaz, depuis combien de temps Barthélémy Diaz lui demande une audience qu'il refuse de lui accorder, Selon la version de Barthélémy Diaz seulement aussi. Oui, mais on n'a pas encore entendu la version de Macky Sall ou des gens de son camp, alors que ça a été dit publiquement. Donc, on va rester sur le démenti soit apporté publiquement. Est-ce que je vais vous conforter sur ce que vous venez de dire, Idrissa Seck, qui est allé présenter ses condoléances à Dr Babacar Diop. Idrissa Seck, je le rappelle, hein, Babacar Diop et les FDS soutenaient Idrissa Seck en 2019. Il a dit, il a toujours eu
de l'affection pour la personne et tout. Maintenant, est-ce que cette affection, c'est maintenant qu'elle va se manifester? Tout est politique dans ce que Idrissa Seck fait. Tout est et c'est d'ailleurs le fait d'être indécis qui a fait que Babacar Diop avait pris ces écarts. Donc aujourd'hui, s'il veut revenir aussi au moment où Babacar Diop avec la coalition, ça va pas, bon, qu'il se retrouve ne surprendrait personne. Que Babacar Diop se retrouve demain au palais en audience, moi ça ne me surprendrait pas. Parce qu'aujourd'hui, finalement, même lui, il a mis de l'eau dans son bissap en matière de discours. Donc, exactement. On va rester à Thiès avec le conseil ministériel décentralisé, le conseil présidentiel présidé ce matin par le président Macky Sall. Il y avait déjà eu cette première vague de conseil ministériel décentralisé. Est-ce que le moment, ce n'était pas d'évaluer tous ces milliards-là qui avaient été annoncés par le gouvernement avant de tenir une... Donc c'est ce qui est en train d'être fait, l'évaluation. Et moi je pense que voilà l'activité qui devait être faite, c'est-à-dire Macky Sall vient de poser un acte qui permet de donner ne serait-ce qu'une once de crédit à cette tentative de troisième mandat. C'est-à-dire il ne fallait pas s'attaquer aux détracteurs, enfin à ceux qui sont contre le troisième mandat, Ousmane Sonko, Mimi Touré, et vouloir s'attaquer aux opposants et tout pour imposer le troisième mandat. Non, c'est-à-dire qu'il a fait un bilan, qu'on se le dise. Il a beaucoup réalisé. Depuis qu'il est là, il y a des réalisations palpables. Il fallait au moins mettre au devant de la scène ces réalisations-là, et puis peut-être que ces réalisations-là pourront donner du crédit à cette tentative de troisième mandat. Mais non, ça commence parce que qu'est-ce le matin... Des chantiers sont annoncés le matin. Il est revenu sur donc, le Conseil des ministres de 2014 où on avait annoncé plus de 400 milliards pour 81 projets. Aujourd'hui, on en est à 1000 et quelques d'investissements à Thiès. Donc c'est du positif. Et pratiquement les 80% des projets ont été exécutés. Ça, c'est du bilan. C'est du bilan concret. Et il est revenu sur ça en détail pour dire qu'on a fait ça, ça, ça et ça. Les Sénégalais ont vu. Alors, il va aller ailleurs. Il fait la même chose. Pendant ce temps, les gens sont en train de crier. Il fallait faire ça depuis le début. Il prend tout son temps à vulgariser tout ce qu'il a fait. Et maintenant, peut-être que ça pourrait donner un peu de crédibilité à cette tentative. Les arguments de Donc moi, campagne. je pense que c'est une bonne chose, pour lui en tout cas. Maintenant, ma position sur un troisième mandat, ça ne dépend que de moi. Je suis journaliste. Vous avez écouté le discours d'Idrissa Seck? J'ai écouté le discours d'Idrissa Seck. Mais bon, Idrissa Seck, c'est quelqu'un qui a perdu, en tout cas à mon avis, toute crédibilité. En fait, c'est-à-dire, quelle que soit la pertinence de ses propos, malheureusement, ça n'accroche plus. Ça n'accroche plus parce que le monsieur nous a habitués à clignoter à gauche pour tourner à droite. Finalement, un bon Sénégalais, tu te dis, bon, c'est lassant en fait de passer tout le temps déjà à attendre. Jusqu'à présent, on ne sait pas où est-ce qu'il se situe. Même au sein de son parti, les gens demandent comment est-ce que ça va se faire. Voilà. Alors, le monsieur est toujours aphone. Et finalement, il nous a habitués à ça, en fait. Après, le discours, il peut être pertinent. Mais pour moi, ça n'a pas de crédibilité, en fait. Le discours d'Idrissa Seck, voilà. c'est pas crédible. On va évoluer et parler de ces... Et ça, c'est personnel. C'est personnel, bien sûr. On va parler de ces rapports de la Cour des comptes. On a vu cette récente décision du procureur général de demander à la gendarmerie et à la police une information judiciaire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cela? Ils seront sanctionnés, les éventuels fautifs. Il faut arrêter cette histoire d'enquête préliminaire. C'est-à-dire, la Cour des comptes, c'est-à-dire le rapport qu'on a là, c'est un rapport final. C'est-à-dire il y a eu déjà un pré-rapport, il y a eu confrontation, et après c'est le rapport final. Il n'y a plus d'enquête à faire. C'est-à-dire les personnes sont nommément citées avec des détails de tout ce qu'il y a eu. On n'a qu'à aller directement
et puis déclencher l'affaire, quoi. Mais les enquêtes là, préliminaires, après on va nous dire, ouais, le temps de la justice n'est pas le temps de l'homme et tout. Après on va se retrouver avec la même situation que celle qu'on a eue avec la CRI, où on a annoncé une vingtaine de poursuites, on se retrouve avec une seule personne. Et le reste, on n'en parle plus. C'est un peu la même chose. Ça va tenir en haleine les gens pendant des années. Ça va nous bouffer beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie. Et au finish, la montagne risque d'accoucher une souris. En fait. Est-ce que même aussi les personnes ciblées sont les réels responsables? On parle des DAF, directeurs administratifs et financiers des ministères. Est-ce que ce ne sont pas les ministres eux-mêmes? C'est à eux de se battre pour ne pas être sacrifiés. Les agneaux en fait du sacrifice, parce que ils peuvent rien faire sans l'aval des ministres. Donc si on s'acharne sur des DAGE en laissant de côté les ministres, je pense que même ces ministres-là, s'ils sont ne serait-ce que responsables, ils ne doivent pas laisser faire. Parce que c'est eux qui ont les derniers mots, et tout ce qui a été fait dans le ministère, ils sont les premiers responsables. Donc on ne peut pas s'intéresser à des DAGE tout en laissant de côté des ministres. Je pense que ça c'est un début, mais ces ministres-là, ils vont être entendus normalement. Parce qu'ils ont intérêt à ce que ces ministres-là soient entendus, parce que les gens ne vont pas laisser aussi ces DAGE-là être sacrifiés. Exactement, surtout que des Sénégalais ont cotisé même pour... Voilà, c'est fonds annoncé de force Covid. Ouais. On va parler sport à présent. Le Sénégal qui a été sacré champion d'Afrique à 4 reprises. Est-ce que ce ne sont pas ces infrastructures-là du gouvernement, du ministère des Sports, le choix sur les sélectionneurs nationaux qui ont fini par payer? Bon, les infrastructures, je ne pense pas que ce soit infrastructure. Peut-être je me dirais un projet sportif, parce qu'infrastructure, on a Diamniadio et tout, mais Diamniadio, c'est quelle année? En quelle année on l'a? Donc, ce résultat-là, c'est le fruit d'un travail qui a démarré. Pendant quelques temps, les gens ont eu le temps de mettre en place un projet qui aboutit à ces 3 trophées-là. Moi, c'est mon avis. Et je pense que c'est bon aussi de multiplier ces infrastructures, parce que jusqu'à présent, ça manque quand même. Ça manque. Les infrastructures, ça manque. Exactement. On a des battants, des lions qui se battent malgré les maigres moyens. Mais ce n'est pas parce qu'on a Diamniadio que ces coupes peut-être c'est une récompense, parce que quand même c'est beaucoup d'efforts et après en retour on a eu ces coupes là, ça donne envie de continuer à donc investir dans les infrastructures sportives. Exactement. Mais je pense que finalement, le Sénégal a rompu ce mythe du sourcier blanc. On choisit à la place des sélectionneurs blancs les locaux Aliou Cissé, Pape Thiaw, j'en passe. Il fallait le faire. Il fallait le faire et le Sénégalais, même jusqu'à présent, la preuve, vous avez vu à un moment donné, on a voulu comparer Aliou à Hervé Renard, on a tout le temps envie que Aliou parte. Il y en a qui veulent qu'il parte. Et à la place, on nous propose Hervé Renard. Aliou Cissé, depuis qu'il est là, il nous ramène une coupe. Depuis qu'il est là, il a toujours atteint les objectifs qui lui ont été fixés. Et malgré tout, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Il y a DAF qui fait un excellent travail aussi avec les gosses. Il y a l'autre là aussi qui vient du Chan là, Pape Thiaw aussi, qui fait un excellent travail. Il est temps, je pense que ne serait-ce que ces 3 entraîneurs là ont montré que on a de la valeur ici, quoi. C'est-à-dire il faut qu'enfin que les Sénégalais aient confiance en ce qu'ils ont et au moins qu'on les encourage. Parce qu'on va comment est-ce qu'on peut valoriser cela? 4 fois champion d'Afrique sur 4 disciplines, comment dirais-je, le football, le volley, le basket. Est-ce que le Sénégal ne devrait pas prendre son envol à partir de ces trophées-là pour redevenir une grande nation de football? Ça, pour le faire, il va falloir, par exemple, si je prends l'exemple du Chan qu'on a emporté. Après 10 ans, 11 ans d'absence. On se dit, ouais, on est au sommet de l'Afrique et tout, mais ça ne veut pas dire que notre championnat, il est bon. Ah bon? Non.
on est toujours dans... Il y a toujours des problèmes et nos journalistes sportifs ne me démentiront pas. Exactement. Donc si on se limite tout simplement à dire qu'on a gagné la coupe et donc on peut dormir sur nos lauriers, ils risquent de se tromper parce que ces meilleurs joueurs-là, c'est sûr qu'on a déjà commencé à en prendre. Ils vont signer des contrats, ils vont partir. Le niveau risque de baisser. Et s'il n'y a pas un travail dans les clubs, dans les ligues et autres, on risque d'avoir encore une dizaine d'années pour aller repartir encore, avoir encore ce niveau-là. Donc c'est un travail qu'il va falloir continuer à faire dans les clubs et tout ça. Et ça, c'est les directeurs techniques. Moi, je ne sais pas c'est quoi le rôle, mais ils ne font pas... Qu'on n'entend pas souvent. Ouais, ils ne font pas bien le travail. Il faut vraiment qu'un travail soit fait à la base pour ne serait-ce que qu'on puisse maintenir ce niveau-là. On a atteint un niveau Coupe d'Afrique, champion d'Afrique, avec les filles aussi. Ouais. Il faut continuer à travailler à la base pour que ça puisse tenir le niveau. Exactement, continuer sur cette même dynamique. Parlons international. C'est mon avis, hein, je ne suis pas journaliste sportif. On va parler de l'international avec cette récente visite de Marine Le Pen. Ça a quel sens selon vous? Bon, moi je me suis étonné de voir les gens dire ouais, qu'elle n'a pas le droit de venir ici, nanani, nana. Bon, Marine Le Pen, à la base, c'est une nationaliste. Exactement. La France d'abord. Nous, aujourd'hui, la majeure partie, en tout cas des Sénégalais et même des Africains, c'est devenu des nationalistes. L'Afrique d'abord, le Sénégal d'abord. On essaie même de voir comment se séparer de la France. Pas les Français, mais au moins de cette politique, de cette relation qui ne nous profite pas du tout. C'est la tendance dans la sous-région, voilà. Au Burkina, au Mali. Que Marine Le Pen vient, il faut qu'on écoute d'abord quel discours elle nous ramène. Elle nous parle de la position de l'Afrique au sein des Nations Unies. Elle encourage le siège que l'Afrique pourrait occuper là-bas. Elle revient un peu sur les relations diplomatiques, c'est-à-dire l'immigration. C'est-à-dire il faut qu'on ait le courage d'aborder ces sujets-là et de ne pas dire ouais, elle est raciste, donc on ne lui parle pas. Ça ne veut rien dire. Exactement. On la laisse avec, si elle est raciste, on la laisse avec son racisme. Nous, quand elle vient chez nous, on l'écoute et puis on lui dit ce qu'on a à lui dire. D'ailleurs, si elle est raciste, on ne lui parle pas. Alors qu'on a aujourd'hui l'opportunité de lui dire nos 4 vérités. On ne le fait pas, on passe tout à fait à côté. On va parler en dernier lieu de ce mandat du président Macky Sall qui arrive en termes dans ce mois de février. Quel est le bilan en 1 minute? Bon, il a quand même fait des choses. On a vu l'acte qu'il a posé tout au début de la guerre en Ukraine pour au moins décanter la situation concernant les produits que nous exportons venant de là. Ça a été quand même un truc. Après... il y a beaucoup de choses aussi. Moi, je suis par exemple, je suis resté sur ma faim. Quant à la politique migratoire, par exemple, il était là et Sénégal fait partie des pays les plus grands convoyeurs. Et moi, je n'ai pas vu beaucoup d'activités quand même de Macky Sall en tant que président de l'Union africaine. Et ça, c'est un peu ma déception. Sinon, le reste, il a fait ce qu'il a pu. Il a eu quand même 1 an. Il avait aussi le Sénégal à gérer et tout. Malgré ça, il a fait ce qu'il a pu. Je pense que c'est quand même honorable. Si tout n'est pas mauvais dans ce mandat qu'il a eu. Exactement. Merci beaucoup, Kadior Cissé. C'est moi. Voilà. Nous recevions notre confrère Kadior Cissé, journaliste à la 7 TV. Et c'était pour discuter de l'actualité nationale et quelque peu sur l'actualité internationale. C'était l'invité dans ce journal que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Bonsoir.